Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, le sujet que je vais traiter aujourd'hui est un sujet qui me tient à cœur, pour vous dire la vérité. C'est un sujet que je voulais développer depuis bien longtemps déjà. Mais bon, les choses ont fait que. Je vais parler aujourd'hui du phénomène du voyou en général, parler de la voyoucratie hein, dans son ensemble. Et bon, qu'est-ce qu'un voyou, etc., etc. Et, euh, et je vais même cibler même une catégorie de voyous qui sont les voyous ethniques, c'est-à-dire les voyous issus de la vague d'immigration du peuple noir, auquel j'appartiens parce que je suis noir moi-même et maghrébin particulièrement. Bien entendu, il y a des voyous de toutes sortes et de toutes races, hein, vous m'avez compris. Mais bon, à un moment donné dans l'audio, je vais cibler un peu euh, cette catégorie de voyous. Alors pourquoi je voulais m'exprimer sur le sujet? Alors pour plusieurs raisons. J'ai toujours trouvé ça m'a toujours interrogé de voir que le système nous a souvent enfin imposé des icônes du gangstérisme ou du grand banditisme, même bon, des voyous. Pour moi, c'est tout ça, ça fait partie de la même famille. Alors que bon, moralement, voilà, je trouvais que ça tenait pas la route. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, depuis tout petit, euh, j'ai vu au collège mes camarades qui étaient fans, par exemple, de Tony Montana, personnage fictif, Scarface, interprété par, comment il s'appelle encore? Al Pacino, excusez-moi. On nous a mis aussi, on nous a bassiné, je me rappelle à l'époque, c'était la grande mode, les films. C'était des films de qualité hein, quand même, hein, je vais pas vous mentir, mais des films de mafieux comme Les Affranchis, avec Joe Pesci, De Niro, bon, etc. Bon, je pense que vous connaissez ces grands classiques. Après, il y a eu des autres formes, bon, maintenant des grands voyous qui ont existé, comme Jacques Mérine. Bon, bref, et plein d'autres exemples, même sur la forme plus musicale, du gangsta rap comme Tupac Shakur. Bon, bref, le système nous a très souvent, et surtout aux jeunes issus des quartiers populaires, nous a très souvent imposé des icônes issues du gangstérisme, ou de la grande voyoucratie, du banditisme, etc. Et je trouvais que bon, il y avait une certaine immoralité, c'est un peu bizarre parce que bon, on peut faire le pour le contre, même s'il y a, il y a du bon, hein, ouais, pour certains, ce sont des gens qui ont été vaillants, un peu, qui avaient du cran, on peut même dire peut-être une certaine forme de courage. Bon, des gens qui ont pris leur destin en main. Bon, ça peut être, on peut dire, respectable à un certain niveau, mais je veux dire, dans l'absolu, c'est des gens qui ont fait beaucoup de mal quand même. Et le fait que le système nous les impose, qu'ils soient fictifs, que ce soit des gangsters fictifs ou réels, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Donc voilà. Alors, pour donner maintenant une définition du voyou, alors un voyou, on dira que c'est une personne qui commet des délits. Voilà, grosso modo, on va dire que c'est ça. Une personne qui commet des délits et qui est... bon, certains vous diront que ce sont des gens qui sont politiquement incorrects, chose auquel je ne suis archi pas d'accord. Et d'autres vont vous dire que le voyou est anti-système, et ça, je ne suis pas d'accord non plus, mais bon, je vais développer tout ça dans l'audio. Alors, on peut dire qu'il y a différents types de voyous, hein. Le système nous a pondu différents types de voyous parce que c'est le système qui est lui-même voyou qui pond des voyous et qui les crée, qui les façonne à son image et sous différentes formes. Alors, j'ai énuméré les grands types de voyous qu'on a pu connaître, en tout cas sur le territoire français ou plus largement en Europe, on peut dire. Il y a eu les skinheads. C'était un mouvement, bon, je crois que c'est ouais, des années 60, un mouvement qui est né en Angleterre, il me semble. Un peu plus tard, il y a eu toute la mouvance punk, des voyous issus des voyous blancs avec des looks très excentriques. Ça arrivait début 70. Et vous remarquerez très souvent que les mouvances euh, que le système nous a pondues et des mouvances qui avaient la prétention d'être subversifs ou, je sais pas, politiquement incorrects, qui dérangeaient, etc. Le système a souvent accompagné ces mouvances pseudo-subversives
Par les voies culturelles, comme la musique, c'est-à-dire que les skins, ou plutôt même les punks, avaient leur petite mouvance musicale qui était le rock, le punk rock. Et puis après, ces mouvances de punk rock, ces mouvances de skin, de punk, etc., etc., il y a eu les voyous que les systèmes aussi a façonnés issus des populations africaines, Afrique du Nord, Maghreb et Afrique subsaharienne, Afrique noire. La musique et le mouvement, la mouvance qui a accompagné ces voyous et qui les a même éduqués d'une certaine manière, c'est la mouvance hip-hop, c'est-à-dire le graphe, le tag, la danse, le break, le rap. Et je dirais même, pour être plus précis, du gangsta rap. Bref, on sent bien que le système euh, entretient très habilement ces voyous qu'il a lui-même fabriqués et sait comment les divertir, les entretenir et bien sûr euh, œuvre de la meilleure manière qui soit pour que cette voyoucratie en question ne se réveille jamais et reste dans cette illusion de, de contestation qui est dans l'absolu, faut dire ce qui est, le mot est un peu fort, mais puéril. Et pour les plus vulgaires d'entre eux, le système essaye de les maintenir dans cette névrose, dans cette débauche. Alors, comme je disais, le système est lui-même voyou, hein, faut pas se leurrer. Donc là, j'ai énuméré très rapidement les grands voyous qu'on a pu connaître, les grands types de voyous qu'on a pu connaître. Mais bien entendu, si par définition le voyou, comme j'ai dit au début de la vidéo, est une personne qui commet des délits, le super voyou, c'est le politicien, le politique. Voilà, c'est toute cette caste politique. Voyous, qui a les mains sales, d'ailleurs qui font même assassiner des gens, qui détournent, qui font jamais d'ailleurs véritablement de la vraie prison. Et on sent qu'il y a des, voilà, bref, on voit qu'il y a même un côté mafieux derrière tout ça. Donc pour moi, eux, ce sont les super voyous. Et puis on a les hyper, giga, méga, supra, tout ce qu'on veut voyous, qui sont, selon moi, les banksters, voire même les gens issus de loges antitraditionnelles et très souvent d'obédience maçonnique dégénérée ou autre. Bon, bref, vous m'avez compris. Alors maintenant, je vais parler, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et c'est le sujet principal, les voyous issus de bandes ethniques, comme on dit, comme on entend souvent. Les bandes ethniques, bon bref, quand on dit ça, on cible bien entendu les bandes maghrébines et noires. Donc bien évidemment, bon là je dis ça, j'anticipe déjà pour les personnes qui, un peu neuneux, excusez-moi, un groupe de jeunes garçons noirs et maghrébins qui traînent dans la rue n'est pas forcément voyous. Hein. C'est pas un groupe de voyous, je veux dire. Hein. C'est un groupe de noirs et de maghrébins. On a bien dit que les voyous, c'est ceux qui commettent des délits et tout. Et il s'avère que chez nous, dans les quartiers populaires, c'est peuplé majoritairement de noirs et d'arabes. C'est comme ça. Bon, je précise, hein, parce que je sais qu'il y en a qui font des raccourcis, qui dit banlieusard, dit voyou. Banlieusard et voyou ne veut pas dire forcément la même chose. Hein. On peut être banlieusard et ne pas être voyou, on peut être voyou sans être un banlieusard. Bon, alors maintenant, la question est comment ce phénomène est né, hein. Comment a-t-il pris naissance? Le phénomène des bandes ethniques, etc. Alors, on va un peu retracer les faits. Alors, au début des années 80, il y a François Mitterrand qui était président à l'époque. Bon, et alors, il régularise plus de 100 000 étrangers, hein, et encourage le regroupement familial. D'ailleurs, dans la foulée, il y a eu la montée du Front National, hein, l'entreprise Le Pen. Bon, aujourd'hui, il y a des langues qui se délient un peu. Hein. Il y en a beaucoup qui défendent l'idée d'une stratégie de gauche, hein, de Mitterrand, d'avoir offert une tribune au Front National. Pour la vérité, pour ma part, moi, j'y crois un petit peu. Bah oui, je trouve ça très malicieux quand la bien-pensance gauchiste fait monter le diable absolu, qui est son antithèse. Donc en l'occurrence, pour le coup, là, c'est le Front National. Donc lorsqu'on met l'ange et le démon face à face, le choix est vite fait pour le peuple. Hein. D'ailleurs, il me semble, Marine Le Pen
après être passé au premier tour aux dernières élections présidentielles de 2017. Elle a tenu un discours dans une salle qui s'appelle François Mitterrand d'ailleurs. Bon, les gens ils vont dire ah mais c'est bon, la salle elle s'appelle François Mitterrand, elle s'appelle François Mitterrand, il y a rien. Ça veut rien dire quoi, ils vont me dire. Mais bon, pour moi ça veut rien dire, mais ça veut dire quand même quelque chose. Hein. Mais bon, allez, c'est un autre sujet. Alors, revenons sur le regroupement familial. Alors, bah, ce regroupement familial, c'était quoi en quelque sorte? C'est-à-dire, on a déraciné un peuple. Bon, on peut dire un peuple qui était déjà, selon moi, quand même, à un certain degré déjà aliéné pour moi. Car pour moi, il fallait déjà être un peu déraciné, hein. C'est mon avis, pour accepter de servir de main-d'œuvre un pays qui a fait du mal au sien, ou du moins une élite qui a fait du mal à son peuple. Même si en contrepartie, on nous promet monts et merveilles, bon, je pense que voilà, quoi. Il y avait déjà une petite avancée dans le déracinement. Mais bon, après, c'est facile dans ma position de parler, hein. Mais bon, peut-être que la situation faisait que, mais bon, bref. Donc, ce peuple en question, ou du moins notre peuple issu de l'immigration, ben voilà, le regroupement familial, c'est ça le dit, on avait pour but de reconstruire le pays, même de relancer une économie, hein, d'une certaine manière. Donc, c'était des bras, hein, voire même du bétail. Bon, bref, les mots sont durs, mais je pense que c'est concrètement la vérité, ou du moins c'est comme ça que nos élites nous percevaient, ou nous perçoivent. Bon, par la suite, il n'y a pas eu de retour, hein. Il y a eu installation, puis après l'installation, ben, il y a eu des enfants, etc., etc., etc. Mais ce déracinement en question, c'est-à-dire tous ces peuples qui ont quitté leur terre pour venir ici, a dû par la suite, c'est-à-dire c'est un détachement de sa culture, de sa terre, de ses codes, pour adopter une autre terre, des autres codes. Et bien entendu, ça crée des névroses. Hein. Ça crée des névroses, ça crée des schizophrénies, ça crée des hybrides. Et cette névrose en question s'accentue de génération en génération. Ces peuples qui déjà avaient subi le martyre par la colonisation, hein, qui vivaient dans des conditions, enfin dans une misère vraiment noire, qui a vu tout son entourage partir en fumée, bon, qui est déjà quelque chose de pas facile. Cette colonisation en question a fait beaucoup de mal à ces peuples, je dirais même traditionnels, hein. En tout cas qui vivaient déjà dans un mode de vie beaucoup plus traditionnel que le mode de vie d'aujourd'hui, quoi, qui est clairement moderne. Ben, ce peuple en question de coloniser a dû adapter justement les codes de cette civilisation moderne occidentale en cohabitant avec le peuple blanc, bon, en l'occurrence de France, qui lui-même a été déraciné. Car même la tradition, qui était la chrétienté, qui était en vigueur sur le territoire français, n'est plus. Ou du moins est passé en second plan, voire au troisième plan, voire au dernier plan, enfin le plan le plus reculé possible, quoi. Donc au final de compte, on se retrouve dans un chaos, hein, un chaos voulu, hein, bien entendu, très bien orchestré, un capharnaüm total, une sorte de grosse bouillasse multi-ethnico-culturelle déracinée, hein, des blancs de souche totalement déracinés, enfin je parle du bas peuple, les pauvres, genre, ils ont tout pris. Donc un peuple blanc, comme je disais, déraciné, acculturé même, remplacé, et puis qui doit cohabiter maintenant avec des noirs, c'est-à-dire nous autres, et arabes, déracinés aussi, aliénés, détachés de leur terre. Bon, bien sûr, je parle en gros, et évidemment, il y a des gens qui sont encore enracinés, tout, etc. Vous m'avez compris encore une fois. Donc, au final de compte, c'est-à-dire que cette terre France traditionnelle, blanche, la France originelle, on va dire, eh ben, est peuplée aujourd'hui de personnes qui, pour l'écrasante majorité, est étrangère à cette France en question. Même le blanc de souche, du moins pour la plupart des blancs de souche, est même étranger à sa France. Alors, ces peuples en question
aliénés, comme je disais, donc détachés de leur tradition, etc., ben, finit par se détester, hein. Alors, il y a eu, à un moment donné, un semblant d'alliance entre Noirs et Maghrébins. Bon, des fois, je fais des abus de langage avec Maghrébins et Arabes, hein. Des fois, je dis Arabes, Maghrébins, on sait très bien que les Maghrébins, ce pas des Arabes, vous m'avez compris. Donc, il y a eu un semblant d'alliance, comme je disais, car on nous avait travaillé au corps en nous répétant continuellement que l'ennemi de l'arabe et du maghrébin et du noir, pardon, était le blanc, le méchant blanc. Donc le méchant blanc. Donc quand on dit le méchant blanc, on voit le peuple blanc, quoi, le peuple sous chien blanc qui n'a rien fait, qui est dans une misère similaire à la nôtre, hein, sous une forme différente, bien entendu, à qui on a tout enlevé, qui lui aussi est déraciné, qui lui aussi est soumis comme nous autres. Et lui, bah, malheureusement, il a dû porter, excusez-moi, le terrible fardeau du diable absolu, le méchant, car colon, c'est le diable, c'est le raciste, etc. Je parle bien entendu du blanc issu du bas peuple, hein. Donc voilà, bref. Alors l'alliance noire et maghrébin, ce semblant d'alliance n'a opéré qu'à ce moment-là. Donc il est évident qu'un peuple détaché de sa tradition, c'est-à-dire qui a un rapport avec le sacré de manière vraiment très 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 superficielle et qui est devenu clairement mondain, quoi, et moderne, d'ailleurs ça va ensemble, et ben ce peuple est fermé au combat, à l'unique combat, j'ai envie de dire, le combat vertical. Le vrai combat d'ailleurs, l'unique, le seul. Ce qu'on appelle en islam d'ailleurs le djihad en-nefs, c'est-à-dire le combat de l'âme. Donc le combat vertical est totalement oublié, mis à la poubelle, et maintenant bah, ces peuples en question ne sont concentrés uniquement sur l'horizontal. C'est-à-dire tout leur combat, toute leur énergie sera mis au service, je sais pas moi, bon, on va dire pour les combats on va dire, les plus nobles, on va dire politiques, sociales, ou je ne sais pas, ou sociétales, tout ce qu'on veut. Et puis après, les plus vils, bah, ce sera des guerres ethniques, je sais pas moi, des guerres de gangs, de bandes, bref, les choses de cet acabit, quoi. Alors il est évident que chacun a son point de vue, hein, chaque peuple de son point de vue va avoir des injustices. C'est-à-dire que le noir de son point de vue va avoir des injustices, le blanc de son point de vue va avoir des injustices, l'arabe en question aussi, parce que nous n'avons pas un point de vue enfin d'ensemble, quoi. Vous voyez, on est tous à notre petite, je veux dire, on est tous renfermés sur notre petite cause individualiste et on n'a plus maintenant cette vision d'ensemble, pour me répéter encore une fois. Par exemple, moi plus jeune, je me plaignais très souvent des injustices bon, bien connues. Oui, les entretiens d'embauche. Je trouvais que être noir c'était déjà un handicap. Voilà, les contrôles de police, bon quoique j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est vrai que j'en ai quand même eu ouais, des assez humiliants quand même. Voilà, donc l'arabe aura plus ou moins va se plaindre plus ou moins de la même chose que le noir, et le blanc de ce côté va se plaindre de quoi? Et ben, d'une nouvelle population qui arrive sur le territoire, euh, qui veut, excusez-moi du terme, je dis des choses que j'ai vues, qu'il martyrise très souvent, hein. Je parle du petit blanc, par exemple, de l'école, voilà, ben, parce que lui, c'est son point de vue. Donc lui, il voit des sales arabes, des sales noirs. Le noir, il voit, parce qu'à l'époque, encore une fois, il y avait la fausse alliance, il voit son pote maghrébin, et lui, qui subit les mêmes souffrances et qui attaque le vilain blanc, parce que c'est un sale blanc, un sale raciste. Mais en fait, tout ça n'a lieu uniquement parce que nous n'avons pas pris le problème à la racine. J'ai envie de dire qu'en fait, tout simplement, au départ, nous n'avons pas à être tous là, sur ce territoire et dans ces conditions, tout simplement. Je rappelle que toute cette haine en question s'est manifestée aussi, hein. Il y a eu pas mal de... D'ailleurs, bon, sur Paris, il y a eu aussi la guerre, il me semble, des skins avec des Noirs et des Arabes. Je crois que c'était les Black Dragons, c'est bien ça. Ben, grosso modo, c'était exactement ça. C'est-à-dire des Blancs euh, qui veulent se faire du négro et du bougnoul. Et de l'autre côté, vous avez des bandes ethniques,
majoritairement constitués de noirs, il me semble. Ah oui, Black Dragon, bah, qui veulent se faire du facho, du nazi ou je sais pas quoi. Bon, d'ailleurs, ces termes-là, parce qu'il faut que je fasse une petite dégression rapide parce que ça m'énerve d'entendre ces gens qui radotent toujours ces vieux mots là, ces vieux poncifs qui me fatiguent comme pas possible de facho, de nazi. Bon, le facho là, en question, donc, qui est issu du mot, enfin qui vient du fascisme, hein. Le fascisme de Mussolini, hein, c'était un système politique autoritaire et nationaliste qui s'opposait à l'État libéral. Okay. Donc en fait, en quelque sorte, c'était quoi? Le fascisme, c'était quoi? C'était une sorte de mimétisme de l'ordre traditionnel, car ils avaient à l'esprit quand même cette notion de l'ordre. Hein. Ils se battaient quand même pour un ordre, mais bon, c'était foireux. Hein. C'était foireux, totalement foireux, car profane, tout simplement. Donc en fait, c'était un ordre relativiste à la mort, totalement bancal et qui a dévié très largement, hein, chose qui est tout à fait normale. D'ailleurs, c'est un peu comme le nazisme. Hein. Si ce courant est décrié, si ces courants en question sont décriés euh, un peu partout, c'est justement pour cet esprit de vouloir faire régner l'ordre, hein, et même de race. Là, en l'occurrence, les nazis avaient cette notion d'ordre et de race, ok. Mais ces deux courants-là idéologiques, hein, qu'on foirait, qu'on fait des atrocités comme pas possible, on est d'accord, il n'y a aucun problème. Mais ils s'opposaient au libéralisme. Et le libéralisme, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est l'antithèse justement de ces deux idéologies qui se battaient pour un ordre foireux, mais ils se battaient quand même pour un ordre. C'est-à-dire, il y avait quand même, on peut leur créditer quand même quelque chose de bien, quoi, si on est vraiment honnête. Mais le monde libéral, hein, le libéralisme, encore une fois, le monde dans lequel nous vivons là aujourd'hui, n'a engendré uniquement que le désordre, sans jamais même avoir pensé à rétablir un ordre quelconque. Hein. C'est le règne du chaos. Et c'est ce que d'ailleurs le scénariste Pasolini, hein, qui est décédé depuis bien longtemps d'ailleurs, a tenté d'exprimer dans son œuvre, dans son film Salo et les 120 journées de Sodome, un film insoutenable, justement, où il critiquait cet État libéral qui s'opposait, cet État libéral qui s'opposait justement au fascisme. Donc le fascisme et le nazisme avaient cette idée quand même, avaient en l'esprit quand même cette idée d'ordre, même s'ils se sont plantés délibérément, hein, car ils étaient profanes, donc voilà, jusqu'au boutiste, tout ce qu'on veut, ils ont génocidé, ils ont fait des atrocités énormes. Et le libéralisme, lui, par contre, c'est le règne du désordre, hein, et le règne du chaos. Bon voilà, bon, c'était une petite digression rapide, peut-être on va revenir sur le sujet une autre fois. Mais il faut vraiment et définitivement sortir de ce manichéisme de croire que le, le petit moderne, libéral, je ne sais pas quoi, là, l'homme lambda moderne d'aujourd'hui est le gentil, parce qu'il est dans la bien-pensance et il roule pour le système, il est très bien, quoi. Et le fasciste, je sais pas quoi, c'est le méchant, l'ignoble méchant, ok? Donc, ouais, ces vieux mots, là, le facho, le je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est des mots, quand ils sortent de votre bouche, vous pouvez pas vous imaginer comment ça tombe à plat et comment ça sonne fou. On sent que c'est des mots qu'on vous a appris, enfin que vous avez appris, excusez-moi, et que vous répétez comme ça, sans véritablement comprendre la signification, le sens, euh, et bien sûr sans avoir creusé l'idéologie de tout ça. Bon bref, je précise bien entendu que je suis pas fasciste ni nazi. Hein. Encore une fois, j'anticipe, hein, parce que on connaît. Alors bien sûr, pour entretenir ces différences, ces haines, enfin cette haine, excusez-moi, cette violence qu'il peut y avoir entre les peuples résidant sur le territoire français, bah, il y a eu encore, et encore une fois, ces groupuscules de gauche comme SOS Racisme qui n'a que fait que d'envenimer le racisme et les différences. Et bon, encore une fois, ça s'entretient. Hein. La frustration, la haine, sentir constamment des injustices, parce que chacun, encore une fois, reste bloqué uniquement sur son point de vue. Et puis, bon, je ne veux pas me répéter encore une fois. Donc, l'élite, ou du moins la contre-élite, ceux qui chapeautent notre système, après avoir sacrifié son propre peuple
autochtones sous chien, hein, et ben c'est dit qu'il y a quand même quelque chose à faire avec tout ce bétail humain, bougnoul, négro, tout ce qu'on veut là. Hein. Et il faut savoir, parce qu'ils ont bien compris, qu'il n'y a pas plus malléable justement qu'un peuple détaché de tout ce qu'il est foncièrement, c'est-à-dire de sa tradition, de sa culture, même de sa terre, hein, le névrosé quoi. Étant donné qu'il n'a plus de repères, plus de principes, il n'est attaché à rien de solide, eh ben on peut le manipuler comme on veut. Alors l'élite a eu l'intelligence de se dire, bon, il y a quelque chose à faire hein, de toute cette population, ils peuvent nous rapporter beaucoup. Donc il va falloir qu'ils épousent totalement nos codes. Hein, libéral, capitaliste, consumériste, etc. Tout ça, bien sûr, pour qu'ils roulent pour nous, quoi. Hein, pour nous avantager, tout simplement. Pour les avantager, hein, je parle de l'élite, vous m'avez suivi. Et bien sûr, il faut veiller à ce que jamais ces peuples en question, ces peuples de barbares, se révoltent. Hein, c'est évident. Donc, il faut vendre du rêve à ce peuple de barbares. Faut les faire rêver. Hein. Faut qu'ils s'identifient à un modèle qui les ressemble, dans un premier temps physiquement, et qui leur donne des sensations, ou du moins qui leur fasse rêver, qui... Bon, vous m'avez compris. Parce que je pense que vous vous doutez bien qu'il était difficile de faire rêver le peuple noir, africain et maghrébin à la télé avec des Mylène Farmer ou je sais pas Thierry Ardisson avec ses émissions lunettes noires, ces trucs, bon, c'est des choses qui sont voilà, c'était pas possible. Donc faut la jouer fine, vous voyez. Donc là a commencé toute cette importation de culture noire américaine. On nous a imposé bien sûr le mouvement hip-hop et tous les films noirs du ghetto, des prolétaires américains assoiffés de pognon, et bien sûr des grands jouisseurs qui pouvaient jouir de la vie, hein, des mondains, hein, des gens. Bien sûr, encore une fois, on va rester que dans les modalités parce que le spirituel est totalement oublié, hein, mis à la poubelle. Donc voilà, donc on nous a balancé toute la culture rap et même le gangsta rap parce que je fais quand même une différence que le rap ne s'arrête pas au gangsta rap, hein, c'est beaucoup plus large que ça. Les films, tout ça j'ai regardé, hein, j'ai écouté du rap comme pas possible. Hein. Les films comme Boys in the Hood, Menace to Society, bon bref, tous ces phénomènes, tous ces films, toutes ces musiques a éduqué la population noire, ou du moins les générations qui ont suivi, quoi. Et même la génération maghrébine. Donc après, il y a eu un mimétisme à la française, excusez-moi, du réchauffé, bien sûr. Donc il y a eu le rap français, il y a eu les films, les films de cité, quoi. Il y a eu, je sais pas moi, les films comme Rail, Ma cité va craquer, La Squale, vous voyez. Bon, donc les Noirs et les Arabes avaient, voilà, on s'identifiait à ça. C'était le modèle pour nous, ça donnait des sensations. Donc les Jack Lang et consorts, bien sûr, ont encouragé tous ces mouvements. Faut toujours se poser la question pourquoi des gens comme Jack Lang ou des Julien Drey ou même des Laurent Bounot, j'ai envie de dire, sont tant passionnés par la culture rap. Ces gens-là ne nous ressemblent pas du tout, ils sont totalement étrangers à ce mode de vie. C'est quoi C'est c'est louche quand même, il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs, là, tous ceux qui m'écoutent, de vous procurer le livre de Mathias Cardet, L'effroyable imposture du rap. Oui, bon, c'est un livre. Bon, je vous conseille de le lire tout simplement. Il reprend tout le problème à la racine. Hein, c'est un livre concentré sur le rap et comment ça arrivé, pourquoi ça arrivé, par qui ça arrivé. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Ben, par la suite, ben, logiquement, le peuple issu de migration et qui a été intoxiqué par tous ces courants. Je n'ai pas dit que tous ces courants étaient entièrement pourris. Il y a quand même des choses bien. De toute façon, enfin, rien n'est totalement pourri à chaque fois. Il y a toujours du bon à prendre, c'est évident. Mais ça a causé beaucoup de mal. Alors, ces peuples en question qui ont été totalement intoxiqués, plutôt pour être plus précis, beaucoup de gens issus de ces peuples qui ont été intoxiqués, eh bien, pour eux, la réussite, c'est quoi? C'est d'être un rappeur, être un gangster comme O-Dog dans Menace to Society. Pourquoi? Parce que voilà, tu es bien vu, vu que les codes maintenant, la respectabilité se fait par la détention de biens, par le niveau social, voilà, bon.
voilà, on peut exister. D'ailleurs, j'envoie les gens à écouter mon audio sur la réussite et le désir de vouloir exister. Donc ça fait pour beaucoup des vrais mondains qui veulent jouir de la vie à pleines dents. Tu vois. Ils veulent manger le monde, quoi. Ils veulent manger le monde. D'ailleurs, c'est les grands maîtres spirituels répètent très souvent dans leurs enseignements qu'il y a un choix à faire. Hein. C'est soit le monde d'ici-bas, soit le monde spirituel. Hein. Donc, vous m'avez compris, on ne va pas développer plus que ça, mais vous avez très bien compris qu'une personne qui veut manger le monde à pleines dents, avec tous les codes mondains qui vont avec, ça en dit long sur son état spirituel. Et je ne sais pas si c'est dangereux ce que je veux dire, mais sur son état posthume également. Mais bon, bref. On nous a présenté aussi les icônes du gangsta rap, comme Tupac Shakur, un artiste que j'ai beaucoup écouté. Hein, donc, bon, voilà. Mais c'est très vicieux, car Tupac, comment dire, c'était le schizophrène parfait. Hein. Le système aime la schizophrénie. Tout simplement parce que la schizophrénie, pour moi, c'est l'une des caractéristiques du voyou hybride, hein, issu des peuples de l'immigration, comme j'ai pu expliquer au début de la vidéo. C'est-à-dire qu'il avait une part, on va dire, consciente, hein, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va dire une conscience politique, et un côté voyou, libertaire, sexe, drogue, alcool, à outrance. Donc hein, le peuple des quartiers populaires, à Tupac, qui est une icône, qui est une grande icône, parce que voilà, il est charismatique, il a une voix, il a de l'allure, il a du charme, ou je ne sais pas quoi, se dit, bon voilà, je peux être voyou, hein, et être à la fois, voilà quoi, pas totalement à côté de mes pompes, quoi. D'ailleurs, Tupac répétait très souvent que pour lui, le voyou était le plus grand révolutionnaire. Alors que le voyou est justement le chouchou du système. Le voyou est entretenu par le système. C'est parce que le système a besoin du voyou. Il faut bien comprendre que le voyou, être révolutionnaire, la révolution, c'est faire sauter ce système en question. On ne peut pas être anti-système et remplir des zéniths, vendre des albums. Ça n'a pas de sens. Si vous vendez des albums et vous remplissez des zéniths, vous avez des zéniths, etc., c'est que vous servez au système, vous roulez pour lui. C'est tout simple en fait, hein, c'est tout bête. Si vous êtes à côté du système, vous êtes vraiment un anti-système, on vous bute, on vous tue, ou bien c'est une omerta totale, vous n'existez pas, quoi. Et je pense même d'ailleurs qu'on a assassiné Tupac justement au moment où il commençait à s'éveiller. Car encore une fois, le système veille à ce que justement le peuple ne s'éveille pas. Et c'est pour ça aussi que voilà, c'est fait une pierre de coups lorsque le voyou s'entretue, vous voyez, pour les guerres vraiment, excusez-moi, débiles, hein, des guerres de gangs, de cités, encore une fois un mimétisme américain. Je sais pas, quand on prend un peu de recul comment dire, on réfléchit sur le nombre de personnes qu'on a perdues dans notre entourage pour des histoires de quartier. Je sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont grandi dans des quartiers parce que leurs parents se sont installés ici. Et ils font la guerre à d'autres personnes qui ont la même histoire, mais qui habitent à 2 pâtés de maison, quoi. Et juste à côté, en fait. Parce que tu habites dans le bâtiment A, toi dans le bâtiment B. Bon, là, je caricature, on va dire. Tu habites dans cette cité-là, l'autre dans la cité voisine, et ils s'entretuent pour ça. C'est hallucinant, c'est triste, et j'ai même pas les mots. Je sais pas si vraiment on réfléchit à tout ça, sincèrement, on se pose 2 secondes et on réfléchit à ça, je vous assure, ça fait claquer du cerveau. Mais vraiment, hein. Donc pour revenir à ce que je disais, oui, le voyou est entretenu par le système. Il est entretenu à sa manière, hein, parce que, encore une fois, le système, ça l'arrange hein, quand les voyous s'entretuent. Hein. C'est-à-dire que c'est comme des vaches à lait, c'est-à-dire que vous servez, vous consommez comme pas possible, donc vous remplissez les caisses. Vous allez en prison, il faut savoir que la prison génère beaucoup d'argent. Vous êtes sous drogue, vous consommez beaucoup d'alcool, vous êtes en plus très souvent, il y a les marques qui maintenant qui vont avec, c'est-à-dire que maintenant, je sais pas si vous imaginez comment le voyou a fait vivre des marques comme Lacoste ou même Louis Vuitton, des marques classées riches, je crois, enfin classées nobles, bon bref, des hautes marques qui ont été ghettoisées par la banlieue. Bon bref, en tout cas, ça génère de l'argent tout ça, quoi.
Et lorsque ces voyous en question s'entretuent, le système aussi est d'une certaine manière content. C'est toujours quelques personnes en moins qui avaient la potentialité de se réveiller et qui ne se réveillera jamais, qui n'aura jamais eu l'occasion d'avoir cet éveil. Alors croyez-moi que si le voyou serait le plus révolutionnaire comme le prétendait Tupac, le plus anti-système qui soit, il y aurait une sorte de razzia monumentale au sein des cités de France, etc. Encore une fois, qu'on s'entende bien, les cités de France, cité ne veut pas dire lieu euh, peuplé uniquement de voyous. Hein, il y a tout dans les cités. Et qu'on s'entende bien encore une fois aussi, c'est que lorsque je parle du voyou, je ne parle pas du voyou comme le diable du système ou la dernière des vermines. Non, pas du tout. Là, ce que je pointe du doigt l'instrumentalisation justement de cette personne. Bref, donc non, le voyou n'est pas du tout le plus révolutionnaire. Loin de là. Au passage, je me rappelle de Éric Zemmour qui disait que les prisons de France sont peuplées de Noirs et d'Arabes. J'avais beaucoup s'offusqué, dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas vrai, c'est une vérité. Je crois que dire le contraire, c'est mentir. En tout cas, en région parisienne, c'est clairement le cas. C'est une vérité. Encore une fois, parce qu'il y a toute cette instrumentalisation. Et aussi, j'en ai pas parlé dans l'audio, bon, bien sûr, il y a aussi par moments, pas pour tout le monde, hein, mais une éducation qui a été ratée. Hein. Mais faut pas sous-estimer non plus le système. Hein. La récupération enfin, je veux dire, des jeunes. Le système récupère ces jeunes-là. Hein. Vous savez, l'éducation, oui, à la maison et tout, etc. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a le net, il y a la télé, il y a la radio, il y a la musique. Ça va très très vite. Hein. Donc oui, je disais, Eric Zemmour disait que les prisons sont peuplées de Noirs et d'Arabes, c'est vrai. Donc il parlait du voyou, de la petite délinquance. Bon, il a voulu faire, je peux te montrer que c'était quelqu'un de, voilà, qui avait du cran, du courage de dire les choses, mais bon, je le trouve pas très courageux parce que le grand banditisme, il n'en parle jamais. Surtout du grand banditisme issu de la communauté, de la sienne, qu'on n'a pas le droit de nommer. Il va jamais en parler, hein, des Madoff et consorts. Bon, bref. Qui pour le coup, là, c'est du grand banditisme. Hein. Du très très grand voyou. De très gros légumes, comme on dit. Bon, alors, bon, comme en 70, c'est le rock qui accompagnait la mouvance punk, et ben là, c'est le rap qui accompagne la mouvance des voyous ethniques. Alors, je vais parler très rapidement du rap français qui a été mis en avant en France, hein, qui a été très largement encouragé et promotionné par le système. Alors, j'ai grandi, enfin petit, nous c'était NTM et IAM, donc c'était plus ou moins les groupes de gauche contestataires qui aussi, voilà, pouvaient se donner une petite allure du genre, enfin de personnes qui, voilà, qui n'ont pas peur, qui disent les choses, alors que c'était tout simplement une sorte de, ouais, c'était bon, de la bien-pensance, de la petite pleurniche, avec du recul, hein. C'est des mots un peu durs, mais bon, c'est la vérité. Je les ai beaucoup écoutés, hein. Je mets pas en cause, je remets pas en cause le talent. Il y a eu du talent, il n'y a pas de problème. C'était de très bons rappeurs, ils écrivaient relativement bien. Je dis relativement parce que avec du recul, on trouve pas ça vraiment de très haut niveau, mais bon, bref. Et puis là, je fais un gros raccourci parce que le rap a connu pas mal de groupes, de très grands rappeurs et tout, etc. Mais moi, je sais que pendant 10 ans à peu près, lorsque le rap s'était très largement essoufflé, on nous a vendu comment dire, une opposition, un duel. Remarquez que le système fonctionne très souvent comme ça, sous forme de duel. Il oppose deux grandes têtes, hein, comme dans le foot, avec l'escroquerie du foot. Je fais une petite digression rapide. Par exemple, Cristiano Messi, hein, pour moi tout ça c'est purement marketing. Bref, on va pas parler de football. Il y a, je ne sais pas, il y a PES FIFA, il y a, je sais pas quel autre, quel autre duel le système nous impose. Bon, il y en a plein comme ça. Coca, Pepsi, hein, et il y a Boubarov. Et sur 10 ans, on avait l'opposition Boubarov. C'est-à-dire que les jeunes des cités, ou ouais, des quartiers populaires, s'identifiaient soit Bouba, soit Arov. Hein, c'était les deux boss, c'est comme ça qu'on parle apparemment dans le game, deux boss du rap français. Booba, enfin alors Booba, qui avait tous les codes du système, quoi. Alors le métis,
que le système bien sûr encourage au métissage hein, pour justement éviter une cohésion nationale. Donc le métis, une cohésion nationale bien sûr pour faire face au mondialisme. Hein. Voilà, je vais finir ma phrase. Donc le métis, aliéné, libéraliste, libertaire, anarchiste, blasphémateur, antichristique, capitaliste, matérialiste, hédoniste, bon bref, le système sur pattes, Booba. Et face à lui, on nous a mis en avant Rof. Rof, le schizophrène parfait, Islamo-Racaille, un schizophrène sur une autre forme, un peu à la Tupac, quoi. Sauf que lui, c'est Islamo-Racaille, à la touche, la petite sauce islamique, mais Racaille. C'est-à-dire que tu peux être voyou et tu peux être à la fois musulman, quoi. Tu peux être soumis à la vérité et en même temps commettre des délits continuellement sans jamais. Bon, bref, un non-sens. Je parle comme ça, sachez que, parce que moi je suis honnête avec vous, je suis un mec qui a écouté Rof pendant très longtemps. J'aimais énormément sa musique. Je vous avoue que maintenant, lorsque j'entends ces textes avec du recul, je me dis, mon Dieu, comment j'ai fait. Mais bon, en tout cas, sur la forme, je trouvais que bon, sans doute encore maintenant, que c'était un très bon rappeur. Mais ça change pas le fait que c'est ultra, ultra nocif. Très, très nocif. C'est-à-dire que le peuple avait le choix entre le système, Booba quoi, et, et l'islamo-racaille. Et je crois même qu'avec du recul, Rof a été plus nocif que Booba, je pense. Parce que Booba qui jouait le rôle du démon, d'ailleurs, il a toujours gardé cette étiquette de démon. Ça lui crédite pas d'une respectabilité comme certains. Hein. Certains vont vous dire non, au moins il est resté droit dans ses pompes. Mais quand tu restes droit dans tes pompes dans le mal, je te respecte pas, t'es dans le mal. Hein. Ouais. Bon, ouais, c'est un discours très très con que j'entends très souvent. Ouais, il est resté droit, je sais pas quoi. Voilà, bon bref. Et vous avez Rof en face, je veux dire, je trouve qu'il n'y a pas plus dangereux de mêler quelque chose de noble avec quelque chose de sale ou de mauvais. Donc l'islam et avec la racaille, honnêtement, ça fait des étincelles quoi. Alors, je vais pas tout mettre sur le dos de Rof, hein, bien sûr. Je ne vais pas dire que c'est lui qui a encouragé à ce qu'il y ait de l'islam au racaille. Encore une fois, lui, il a été instrumentalisé. Et vous remarquerez, bon, moi j'ai pris de la distance depuis bien longtemps avec tout ça, croyez-moi, mais vous remarquerez que maintenant, étant donné que c'est bon, on a passé un cap supérieur, c'est-à-dire que maintenant, l'islam, faut vraiment jeter ça à la poubelle, et ben Rof n'est plus le concurrent de Booba. Donc en fait, qui veut dire par là, je le dis, je vous le dis, je le répéterai jamais assez, je le répéterai toujours, personne ne perce dans le système, dans toutes les voies. Hein. C'est le système qui vous élit. Et ça se manifeste encore plus dans la musique, c'est encore plus voyant. Et c'est après le peuple qui se force à se dire, ou qui croit, parce qu'il y en a, bon, bien sûr, ils n'ont pas l'oreille, ou je sais pas, qui vont dire qu'un tel a du talent ou pas. Non, 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 non. Le système vous impose. On vous a rien demandé, on vous a mis Aya Nakamura, on vous a rien demandé. Vous l'avez accepté, vous avez fini par dire que c'est bon. Et j'en passe à toutes les autres pollutions auditives là, qui tournent dans les centres commerciaux et tout, etc. On vous l'a imposé. Hein. Après, les gens finissent par adopter et commencent à parler. Enfin, quoique maintenant, ça parle même plus en termes qualitatifs, ça parle que dans le quantitatif maintenant. Ça donne la respectabilité à telle ou telle personne parce qu'il fait beaucoup de nombre de vues. Enfin, il fait beaucoup de vues, ils vendent beaucoup de trucs. Bon, bref, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire, je sais pas si vous imaginez le mal qu'ont pu faire ces rappeurs. Hein. Peut-être inconsciemment d'ailleurs. Bon, ouais, je finis avec le rap parce que bon, c'est pas très très intéressant, mais c'est important quand même de parler du rap, car le rap éduque les jeunes issus des quartiers populaires. Alors pour terminer, je vais conclure là-dessus. Je trouve qu'il y a un certain paradoxe quand même, parce que moi, pour ma part, j'ai toujours trouvé que euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées, moi pour ma part, je n'ai jamais été voyou, j'en suis pas un et je ne le serai jamais. J'ai jamais voulu en être, j'ai pas la fibre du voyou, j'ai pas ça en moi, bon. Mais j'ai toujours les personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées ou les plus charmantes ont très souvent été des voyous, bizarrement. C'est fou, hein? Ou des voyous repentis. J'ai toujours trouvé leurs analyses, par exemple, on va parler de tout et de rien, mais par exemple sur des faits de société, même politiques, hein,
J'ai toujours trouvé leurs analyses beaucoup plus pertinentes, par exemple, que les gens issus de la classe moyenne, ouais, les bourgeois, bourgeois profanes, hein, j'entends, ouais, les bobos, là, les planqués, même dans l'expression la plus vulgaire qui soit, les foulards rouges. Bon, bref, j'ai toujours trouvé euh, les voyous, bon, pas tous, mais en tout cas certains voyous, très, 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 avoir des analyses vraiment très, très pertinentes, quoi. Et pour moi, d'ailleurs, le stade terminal, ce n'est pas le voyou, pour moi, c'est le bourgeois profane, hein. Pour moi, il n'y a pas pire, hein. D'ailleurs, lorsque le voyou sans bourgeoise, par moment, même pas le voyou, parce qu'il ne faut pas faire de confusion entre le voyou et les jeunes issus du quartier populaire, les jeunes issus de banlieue. Mais lorsque le jeune issu de banlieue sans bourgeoise, par moment, il devient encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus médiocre que lorsqu'il était un simple jeune issu des quartiers ou un voyou, hein. Donc oui, je disais, ça m'est arrivé d'avoir beaucoup d'affection pour certains voyous, voire grands voyous, euh, repentis, hein. Parce que je sentais en eux qu'il résidait encore certaines valeurs, quoi. Et des fois, je suis tombé face à des gens, oui, qui étaient issus vraiment qui étaient vraiment des voyous. Ils ont gardé des valeurs, bon, qui sont de base normales, que tout le monde devrait avoir, mais qui sont plus à la mode maintenant. Vous voyez, comme la famille. Vous voyez, il y a plus de chances que un voyou refuse, par exemple, je sais pas moi, ce qu'on essaie de nous vendre maintenant comme la théorie du genre ou, je sais pas moi, un mariage pour tous, ou je ne sais pas, n'importe quoi, qu'un bobo de Paris, quoi. Ouais, des trucs bêtes comme ça, je sais pas. Ou même j'ai rencontré pas mal aussi de voyous ou plutôt des gens de cité, hein, parce que j'ai rencontré plus de gens de cité que de voyous, hein. Il y a une différence entre gens de cité et de voyous, encore une fois. Mais bon, la frontière est parfois très très fine, hein. Il en faut peu si le garçon de cité ne reste pas sur ses gardes et n'est pas bien entouré et est fragile et hein, il peut vite basculer dans la case voyou. Bon bref, en tout cas j'en ai rencontré pas mal, hein, qui a quand même l'intelligence de dire que la télé pouvait mentir. Des trucs bêtes hein, comme ça, hein. Mais je vous assure que ça, ce genre de phrase-là, beaucoup ne vont pas vous la sortir. Il y a beaucoup des gens lambda comme ça, des gens encore une fois issus de la classe moyenne, hein, pour moi. C'est dans cette classe-là qu'on trouve très souvent les gens les plus moutons, et ben qui sont encore éduqués à la grande messe du 20h, le journal de télé, et qui gobent tout, qui n'ont aucun filtre et tout. Donc voilà quoi. Alors j'ai fait ce long audio hein, pour essayer de aussi, il faut dire la vérité, désacraliser ce mythe de voyous dans les cités. Il faut sortir de là car c'est vraiment pas le chemin à prendre. Encore une fois, c'est la tradition, c'est une phrase que je répète dans tous mes audios pour ceux qui me suivent. Je pense que si dans les cités, dans les banlieues, etc., le voyou est vu comme un mythe, vous savez, nous, moi je me rappelle très souvent, entre amis, on se ressassait je sais pas, les histoires des grands qui ont fait des choses de voyous, quoi. Et ça donnait des sensations. Et, ah ouais, lui, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Bon, bref. Si ça nous procurait des sensations-là, c'est qu'on trouvait qu'à travers ces hommes, malgré leurs délits, malgré ils ont même fait parfois des choses atroces, on, on trouvait, je sais pas, on les trouvait courageux, on disait que c'était des gens qui avaient du cran, qui n'avaient pas peur, on voyait une certaine virilité. Mais la virilité, la véritable virilité ne se trouve pas dans la force physique, ni dans le cran, ni dans le courage de faire des choses justement interdites, hein, et interdites aussi par le système, hein, c'est la même chose, en tout cas les interdits. La virilité, la véritable virilité, c'est être conforme à la vérité, hein. C'est être un soldat de la vérité, être toujours en vérité. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire, hein. C'est énormément de travail et là, effectivement, ça demande énormément de courage. D'ailleurs, il y a des exemples hein, dans l'histoire. Jésus, par exemple, qui disait en vérité, je vous le dis, hein, et ben, vous avez vu ce qui s'est passé, ce qu'il a dû endurer. Et d'ailleurs, tous les prophètes, hein. Donc, bon, la vérité, elle se trouve là. Et d'ailleurs, elle est là aussi la confusion de certaines femmes de cité, de banlieue, qui fantasmaient sur les grands voyous qu'on appelait les bonhommes, hein, parce qu'elles voyaient de la vérité en eux, tout simplement. Les femmes, on n'est pas bêtes, les femmes, elles aiment les hommes, généralement. Elles aiment les hommes, avec tout ce qu'il y a de plus viril.
Mais la confusion, justement, elle se fait sur cette virilité-là. Vous voyez? Alors, on arrivait à un état, bon, là, où maintenant, où tout le monde et voilà, est aliéné, où, quand je dis tout le monde m'avait compris, où, bon, voilà, le côté spirituel est totalement oublié, mis à la poubelle. Donc, qui fait que maintenant, on aura toujours une vision tronquée de la vérité, quoi. Pour nous, la virilité, ce sera juste la force physique, quelqu'un qui a une grosse barbe ou quelqu'un qui est musclé, qui est grand. Non, la vérité, c'est ce que j'ai pu vous dire avec l'exemple, par exemple, de Jésus, et rien d'autre, quoi. Parce que ne pas être voyou, et ça, je lance un message pour les petits jeunes, par exemple, que j'ai pu surveiller, parce que je suis resté longtemps dans une école, enfin, surveillant dans une école publique classée ZEP, dans un collège. Pour eux, le contraire de voyou, c'est une victime. Non, non, non. Il y a des voyous, mais il y a des victimes, si on veut. Et puis entre les deux, il y a des hommes, hein. Voilà, donc mes chers amis, c'est mon avis, je dirais même un conseil. Si vous voulez être véritablement être des hommes, soumettez-vous à la vérité, ou du moins essayez d'œuvrer pour la vérité uniquement. Et d'ailleurs, je conseille aussi aux femmes également, qui sont encore dans ce fantasme de voyous ou de rappeurs, cherchez des hommes. Et les hommes, cherchez des femmes. C'est des phrases très 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 bêtes, hein, très très simples, mais je pense qu'elles sont lourdes de sens quand même. Parce que le genre de femme encore qui a 30 ans vous sort des phrases comme voilà, j'ai le seum, mon cum il est parti au HEPS, il a pris 2 ans de HEPS, faut qu'il continue. Quand j'entends ça, j'ai des envies de violence, tu vois. Je pense à l'écartèlement, je pense à la lapidation, je pense à des trucs de malade. Bon, bref, je rigole, mais bon, c'est vrai que c'est assez incroyable quand même. Bon, bref, alors sur ce, bon, mon audio, il était très long. Ben, j'espère que j'ai pas été trop confus, j'espère que mes propos seront pas mal interprétés. De toute manière, bon, après, ça ne regarde que vous. Mes derniers mots seront retour à la tradition. Et voilà. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.